Nous allons poursuivre cette conversation avec Léo Imbert, qui est avec nous par téléphone. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, vous venez de publier il y a quelques semaines un ouvrage consacré au catholicisme social. C'est cela, oui, l'année dernière, effectivement. Alors moi, c'est Léo Imbert. Hein. Léo Imbert, Oui. oui, vous venez de publier cette étude sur le catholicisme social. Alors, comment définissez-vous le catholicisme social? Alors, le catholicisme social, effectivement, il ne se prête pas réellement à une description simple parce qu'il n'a pas de sens hors le contexte historique dans lequel il est né. Parce que le catholicisme social, ce n'est pas la doctrine sociale de l'Église, car l'Église de tout temps a eu une doctrine sociale, c'est-à-dire que le message évangélique et le message de l'Église a toujours eu vocation à s'exprimer dans la cité et dans la société. La particularité du catholicisme social, c'est une forme en fait conjoncturelle de cette doctrine sociale qui est un questionnement qui va arriver à partir de la Révolution française. Pour aller un petit peu rapidement, mais la Révolution française, ce n'est pas qu'une révolution dans l'ordre politique. Hein, c'était aussi, et peut-être même surtout, une révolution économique et voire même anthropologique. Et les catholiques sociaux, les premiers catholiques sociaux, qui ne sont pas réellement encore des catholiques sociaux, mais les pionniers, ce sont des catholiques qui vont essayer de répondre aux problèmes du temps, c'est-à-dire aux problèmes du libéralisme principalement, puis du socialisme, à l'aune des principes chrétiens, afin de refonder une société authentiquement chrétienne. Alors, effectivement, la difficulté anthropologique surgit au moment de la Révolution. Pouvez-vous en dire un peu plus long à cet égard? Bien sûr. Alors, quand je parle de changement anthropologique, j'entends une modification, une modification au niveau de la vision du monde que peuvent avoir les individus. Un des événements peut-être les plus importants de la Révolution, en tout cas au niveau économique, social, ce sont le décret Allard et la loi Le Chapelier de 1791, qui sont des lois qui vont modifier en profondeur le tissu culturel et le tissu humain de la société française. Alors qu'est-ce que sont ce décret, cette loi? Ce sont des lois qui vont remettre en cause le système corporatif pour lui remplacer, pour modifier le temps du travail et pour que chaque individu soit uniquement une monade individualisée. Donc alors ça c'est quelque chose qui paraît un petit peu périphérique, mais en réalité c'est extrêmement important puisque ça détruit le socle sur lequel les sociétés d'Ancien Régime étaient fondées, c'est-à-dire la notion de communauté et de société holiste. On bascule du coup à une société individualiste qui est propre à la société libérale. Et cette modification première, en tout cas originelle de la Révolution française, va ensuite va ensuite se développer et aboutir à la paupérisation ouvrière, à la déchristianisation, et en réalité tout ce contre quoi les catholiques sociaux vont vouloir essayer de lutter. Et oui, parce qu'en fait, la difficulté vient que désormais la relation de travail repose sur un simple contrat entre deux individus et un contrat qui est tributaire d'un rapport de force économique. Surtout qu'à l'époque, la Révolution française interdit dans le même temps l'existence des syndicats, qui existeront avec la loi Valdez-Crousseau en 1884. Donc entre Révolution française et 1884, il y a, Napoléon III va aussi légiférer là-dessus, mais entre Révolution et Second Empire, il y a toute une grande partie de l'histoire de France où l'ouvrier va être laissé seul face au patronat et aux forces d'argent. Et parce que dans la pensée libérale, comme vous disiez très bien, il n'y a que le contrat qui peut régir les relations entre les personnes. Sauf que le terme de paupérisation, c'est un terme nouveau au XIXe siècle, n'existe pas avant pour une simple raison, c'est que s'il existe une pauvreté d'Ancien Régime, au Moyen-Âge et puis avant, la pauvreté est inscrite, si vous voulez, dans le tissu social. Là, la pauvreté va être exclue, ou en tout cas utilisée pour reprendre les termes de Marx, l'extorsion de plus-value. Alors, quels sont
les premières figures qui annoncent cette pensée catholique sociale autour de 1830? Alors, effectivement, parce que moi, tout à l'heure, je parlais du catholicisme social qui naît en réaction à la Révolution. Alors, c'est peut-être un petit peu tirer un petit peu la réalité, parce qu'en réalité, le catholicisme social pleinement constitué, on pourra en parler qu'à partir de 1871-1872. Seulement, entre 1820, 1830 et 1870, il va y avoir un panel incroyable d'écoles et de courants pré-catholiques sociales, ou en tout cas qui vont préparer le terrain, et qui, sans leurs travaux, le catholicisme social pleinement constitué n'aurait pas pu exister. Alors dans les années 30, on va avoir deux grands courants du catholicisme social qui vont s'exprimer. Alors le premier sera issu du monde conservateur, des catholiques traditionalistes et légitimistes. Les deux grandes figures de ce courant seront Alban de Villeneuve-Bargemont, qui est préfet du Nord sous Charles X, sous Louis XVIII et Charles X. Alors Villeneuve-Bargemont, il a un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire il commence ses premières armes sous Napoléon Ier, donc ensuite est préfet, et à la monarchie, pendant la monarchie de Juillet, lui va refuser de prêter serment. Il va donc être destitué de sa fonction et va être rapidement élu député, donc député opposant à la Chambre. Cet homme, en fait, quand il va être quand il va être préfet du Nord, va se rendre compte, dans le Nord particulièrement, des ravages de la société industrielle et donc du coup du libéralisme sous-jacent. Alors, si il y a une petite difficulté de chronologie, la Révolution 1791, les décrets d'Allard et le Chapelier, les réactions se mettent en place autour de 1820. La différence de 30 ans, elle s'explique en partie parce que le désordre révolutionnaire a tellement ruiné l'économie française. En 1799, la production économique de la France atteint à peine 60% de ce qu'elle était en 1789. Et donc, et les guerres de l'Empire ensuite ont fortement ralenti la convalescence économique, ce qui fait que le développement industriel n'a vraiment repris que dans les années 1820. Et donc c'est à ce moment-là que les conséquences sociales des dispositions législatives prises entre 1791 et les rédactions napoléoniennes des années 1800 ont commencé à porter des fruits extrêmement visibles. Effectivement. Et de surcroît, la réaction entre guillemets catholique à ces questions va aussi s'exprimer pour une raison par rapport aux persécutions religieuses qui vont donc être très importantes dans les premiers temps de la période révolutionnaire et qui vont alors s'attaquer à la fois au patrimoine de l'Église, à la fois aux personnes en assassinant des prêtres et en déchristianisant en profondeur. Et en fait, les premières réactions catholiques vont d'abord s'atteler à tenter de réparer les dégâts de la Révolution, les dégâts directs. C'est qu'à partir des années 30 que justement certains catholiques, alors la plupart du temps, dans les premiers temps du mouvement, ce sont des laïcs qui vont tenter de répondre justement aux conséquences de cette révolution. Alors là, je parlais de Villeneuve-Bargemont qui, à la Chambre, sera un des principaux opposants et un des premiers dans l'histoire parlementaire française à proposer des lois sociales, on va dire, importantes. Et l'autre personnage important de cette école traditionnaliste, c'est Armand de Melun. Alors Armand de Melun, lui, c'est un apôtre, on pourrait dire ça, charitable, c'est-à-dire qu'il va s'engager dans toutes les associations, enfin ça n'existe pas encore le terme association, mais tous les mouvements charitables de l'époque afin d'aider, de parer aux conséquences du libéralisme et de la paupérisation. Ça, ce sont les deux grandes figures traditionnalistes. Alors, il y en a un petit peu plus, c'est dans le détail, mais ça, c'est les deux figures importantes. Et alors, il y avait à la Chambre des députés sous Louis-Philippe
une société d'études et de propositions politiques qui s'appelle la Société d'économie charitable, à laquelle appartenaient les députés légitimistes de l'époque, qui étaient une quinzaine, et également deux ou trois autres personnalités, notamment Alexis de Tocqueville. Oui. Ou Charles de Coux également. Alors c'est une société qui a été créée par Armand de Melun, alors qui est une société de réflexion, qui va, c'est-à-dire au lieu de vouloir uniquement parer aux conséquences, c'est la première société intellectuelle qui va essayer de réfléchir aux conséquences, réfléchir aux origines, essayer de conceptualiser ce combat social, effectivement. Oui. Alors à côté de ces légitimistes, il y a une autre école qui s'intéresse également à ces questions sociales et qui s'inscrit dans le catholicisme social et qui est illustrée par des personnalités comme Frédéric Ozanam. Oui, absolument, parce que donc là on parlait effectivement de ce courant traditionnaliste catholique et monarchiste, mais à côté existent d'autres catholiques de sensibilité plus démocratique et parfois plus libérale. Alors, une des figures qu'il s'agit de nommer, c'est évidemment Frédéric Ozanam, mais Frédéric Ozanam arrive un petit peu dans un second temps. D'abord, la première figure de ce catholicisme social la plus libéral, c'est Lamennais. Alors, particulièrement le Lamennais de première époque, quand il est encore dans le courant monarchiste, mais Lamennais va créer un journal qu'on appelle l'Avenir. En 1830. En 1830, voilà. Et dans l'Avenir, c'est une grande école de pensée du catholicisme social d'inspiration, alors libérale. Qu'on appelle libéral, c'est pas du libéralisme économique stricto sensu. C'est, pour reprendre la formule de Montalembert, l'Église libre dans l'État libre. Et dans ce courant-là, il y a donc Montalembert, Charles de Coux qui participe un petit peu, et puis Lacordaire également. Ça, c'est le premier courant, on va dire, qui souhaite non pas combattre la Révolution, comme le faisaient Villeneuve-Bargemont et Melun, mais eux qui souhaitent plutôt la baptiser. C'est-à-dire qu'ils considèrent la Révolution comme une étape historique qui va dans le sens du message évangélique. Ces excès l'ont fait dévier, et il s'agit de la remettre, si vous voulez, dans le droit chemin et d'aller au peuple. Ça, c'est une des premières écoles qui va être désavouée par Rome et Grégoire XVI, par deux encycliques où Lamennais va même quitter l'Église suite à ces différends. Donc ensuite, on parlait de Frédéric Ozanam, qui lui arrive un petit peu après et qui va un petit peu suivre les pas d'Armand de Melun, c'est-à-dire s'engager pleinement dans l'activité charitable en créant la Société François Xavier. Vincent de Paul, excusez-moi. Et ensuite, un autre courant aussi important à l'époque, qui est bien mal connu actuellement, parce que c'est un petit peu un hybride, ce sont les socialistes chrétiens, avec Philippe Buchez comme figure de proue, même s'il en existe d'autres. Ce sont des catholiques, enfin plutôt des socialistes bien souvent, qui se convertissent au catholicisme pour donner une école assez particulière, effectivement, de ce catholicisme social pionnier, bien méconnu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui caractérise ce socialisme catholique ? Alors, autour de 1848. C'est un petit peu après, effectivement. Buchez commence à se convertir en 1824, il me semble. C'est un ancien saint-simonien. La plupart de ces socialistes chrétiens sont saint-simoniens. Parce qu'il ne faut pas oublier que Donc un socialisme plutôt technocratique, de réorganisation de la société. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire du socialisme connaît deux grandes périodes, pour le dire très rapidement, mais ce que Marx appelle la période utopiste et la période scientifique. La période utopiste, c'est les premiers temps du socialisme où se cohabitent un grand nombre d'écoles socialistes, parfois rivales, et dont Saint-Simon est un des leaders. Ces socialistes chrétiens vont avoir la particularité d'être relativement anticléricaux, mais de considérer la réalisation du socialisme comme ne pouvant être effective sans le message divin, qui régule un petit peu tout cela. Parce que ce qui est un peu particulier, c'est que les premiers socialistes, ce qu'on oublie de le dire trop souvent, sont en fait assez admiratifs des premiers chrétiens.
et de la figure du Christ. Alors sans bien évidemment leur reconnaître une réalité divine ou voire même métaphysique, mais bien souvent chez les premiers socialistes, la figure du Christ est un modèle socialiste quasiment. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas dans ce christianisme ce que l'on retrouve beaucoup dès la fin du XVIIe siècle d'ailleurs, la caractéristique d'un christianisme horizontal et non pas vertical, un christianisme de la bienfaisance sociale et de l'accomplissement des devoirs, mais qui évacue complètement la dimension transcendantale, la vie de la grâce, tout ce qui caractérise le catholicisme traditionnel. Alors effectivement, les origines peuvent remonter à ces sources-là. On va dire que surtout ce qui caractérise ces socialistes chrétiens, c'est effectivement la critique de la hiérarchie, qui on verra plus tard, en fait sera un petit peu l'axe cardinal des catholiques sociaux traditionnalistes, c'est-à-dire le respect d'une certaine hiérarchie sociale, mais plus la providence ou le hasard vous a placé haut dans la société, plus vous devez aux classes inférieures, et donc il y a réellement une concorde entre les classes, alors que effectivement les socialistes chrétiens, eux, souhaitent abolir les classes, alors par différentes techniques, alors pas par la révolution, ni par la lutte des classes comme le font après, mais par des processus pacifiques, où par exemple Buchez crée ce qu'il appelle des amicales, c'est-à-dire des sortes de sociétés, des sociétés communautaires ayant vocation à remplacer les sociétés par action ou les sociétés individuelles à long terme par l'accumulation progressive d'un capital fixe. Voilà, alors c'est effectivement très utopiste maintenant, mais c'est un courant qui est intéressant à regarder. Puis c'est pas négligeable non plus parce que en 48 justement, donc à la chute de la monarchie de Juillet, Philippe Buchez sera président de l'Assemblée nationale un mois durant quand même. Alors, comme vous le soulignez, après ces prémices qui voient se développer une pensée très diversifiée, autour de 1870, au lendemain de la Commune de Paris, le catholicisme social prend véritablement son envol. Oui, absolument. Alors, pour comprendre un petit peu cet envol, il faut remonter justement à la Révolution de 1848, qui est un petit peu le nœud central autour duquel le catholicisme social va ensuite s'organiser. Pourquoi ? À la fin de la monarchie de Juillet et particulièrement dans les premiers temps de la Deuxième République, les catholiques sociaux d'inspiration plus libérale et démocrate vont connaître une grande popularité parce que la révolution de 1848 est une révolution relativement cléricale ou en tout cas bienveillante envers l'Église dans les premiers temps. Seulement, pendant les journées de juin, c'est-à-dire pendant la période de réaction et du massacre de la commune de 1848, le parti de l'ordre va se voir rallié par les catholiques qui craignent une menace communiste, une menace rouge. Les journées insurrectionnelles de juin 1848 ont été d'une violence inouïe, avec des milliers de morts de part et d'autre en l'espace de 3 jours. C'est cela. C'est Cavagnac Cavagnac qui va mener la répression, qui est un républicain d'ordre. C'est un républicain d'ordre, effectivement. Et de ce faisant, menant cette répression et étant soutenu de manière implicite par les catholiques, la position des catholiques sociaux d'inspiration démocratique va être quasiment intenable. Parce que, d'un côté, les catholiques traditionnalistes et le parti de l'ordre voient en eux des rouges, des traîtres à la bourgeoisie, et le peuple voit en eux une sorte de un pont avancé de la réaction. Et à ce moment-là, ces différentes écoles, que ce soit le socialisme chrétien ou Ozanam, qui là par contre va créer un journal qu'on appelle l'Ère Nouvelle, au début avec Lacordaire et ensuite d'inspiration plus socialiste chrétienne, vont devoir arrêter le combat parce que leur position est complètement intenable. Et restent seulement les catholiques sociaux traditionnalistes dans la lignée de Melun et de Villeneuve-Bargemont. Ce qui explique que pendant la petite période de la Deuxième République, et du Second Empire, seuls les catholiques sociaux traditionnalistes existent. Seulement, ils n'ont pas encore pensé la question sociale libérale dans sa totalité. Et ils vont apporter des
des solutions qui ne répondront pas complètement à la problématique et du coup se feront déborder en réalité par le mouvement socialiste qui, eux, iront au peuple. Alors il y a dans cette période-là la publication de la lettre aux ouvriers du comte de Chambord, qui a été un épisode extrêmement important, en ce que elle a imprimé au mouvement légitimiste de placer la question ouvrière et la question sociale au cœur de son programme de restauration monarchique. Bien sûr, alors j'ai entendu que vous en parliez un petit peu juste avant. Effectivement, la lettre sur les ouvriers donc de 1865 condense effectivement le programme à venir des catholiques sociaux. Seulement, ce qui est effectivement intéressant, c'est que ce n'est pas encore le pape, ce n'est pas encore un ecclésiastique qui va énoncer ce problème, c'est un laïc, alors évidemment l'héritier du trône de France, mais qui va marteler l'importance effectivement de la question sociale dans la question politique, ce qui est une question qui ne se pose pas réellement à l'époque. Et par conséquent, c'est le début de l'éveil catholique à la question sociale. Autre chose importante, parce que le comte de Chambord est à l'époque exilé en Autriche, et en réalité, il est influencé par l'école catholique sociale allemande, qui, alors, elle, naît plus tard que les pionniers français, et elle est portée par une figure assez extraordinaire, qui est pareil aussi aujourd'hui bien méconnue, qui est Emmanuel van Ketteler, qui est l'archevêque de Mayence, qui va, le premier, si vous voulez, penser la question sociale catholique, non pas en termes purement réactionnaires au sens premier, c'est-à-dire une réaction contre la révolution, mais en tant qu'un programme positif, c'est-à-dire en tant qu'une application à partir des données actuelles. Alors, Monseigneur Kettler, l'archevêque de Mayence, a beaucoup marqué l'un de ceux qui sera l'une des grandes figures du catholicisme social des années 1970 à 1914, qui est Albert de Mun. Bien sûr. Kettler, en fait, va influencer un petit peu tout le monde, que ce soit Léon XIII, Albert de Mun et René Latour du Pin. Parce que pour revenir à 1870, donc le Second Empire disparaît suite à l'invasion prussienne et l'armée de Metz se rend sans combattre, c'est le maréchal Bazaine qui se rend, 100 000 hommes, et les officiers qui étaient en poste à Metz sont envoyés en prison, enfin c'est pas en prison, c'est en surveillance, en captivité. En captivité à Aix-la-Chapelle. Et parmi ces officiers, deux figures catholiques se trouvent, qui sont encore assez jeunes à l'époque, Albert de Mun et René Latour du Pin. Les deux hommes se connaissent un petit peu et passent plusieurs mois en Allemagne. Et là, ils vont découvrir les travaux de Van Ketteler, un petit peu des travaux français d'un député de l'Empire qui s'appelait Émile Keller, qui a aussi travaillé sur la question. Et ils vont, du coup, à ce moment-là, se familiariser à cette question. Une fois revenus en France, ils vont être rappelés, ils vont être autorisés à rentrer en France, et Albert de Mun va participer à la répression de la Commune de 1871. Et donc, nouvelle Commune après celle de 48, et une nouvelle fois, la répression est très violente, des deux côtés. Et lui-même va vivre très mal d'avoir dû participer à cette répression. Oui, il a le moment un petit peu important de sa vie, comme il raconte, c'est pendant la reprise, juste après la reprise de Paris, il entre dans une église qui a été saccagée, les croix brisées, retournées, etc. Et il se rend compte il prend conscience, si vous voulez, que le peuple, ce peuple auquel le Christ a parlé, s'est détourné de l'église. Et à partir de là, commencera son apostolat, d'aller au peuple et de penser la question sociale dans la question nationale. Donc très rapidement, il va retrouver René Latour du Pin et vont participer à un groupe qui existait depuis quelques années, qui s'appelle le Cercle Montparnasse, animé par un certain Maurice Maignan, qui est ce qu'on appelle un religieux laïque, qui fait partie de la Société Saint-Vincent de Paul. Et à partir de là, ils vont créer ce qu'on appelle les cercles catholiques d'ouvriers, qui est originellement une entreprise assez modeste, qui va très vite se développer, et
qui conceptualise réellement cette école catholique sociale traditionnaliste qui considère que les élites doivent se mettre au service du peuple. Et pour ce faire, pour insuffler un renouveau catholique, il faut d'abord rechristianiser par la base. Et ce qu'ils veulent faire, c'est créer ce qu'ils appellent une élite ouvrière, une élite catholique ouvrière, qui ensuite disséminera dans le monde ouvrier afin de ramener les populations ouvrières, bien souvent déchristianisées, voire même fortement hostiles à l'Église, pour se rallier à la cause catholique, se convertir au catholicisme et enfin créer les bases et les conditions possibles d'un retour à un ordre catholique. Dimanche 10 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 10 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur De Hevels de l'Institut sur les nouveaux scandales de la santé et de l'environnement. À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, présentation et signature par Jean-Marie Le Pen du tome 1 de ses mémoires. Grande première. Tout au long de la fête, un programme spécial sera diffusé en direct sur notre antenne depuis l'espace Champéret. Retenez, dimanche 10 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro, porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Alors parmi ces grandes figures, il est une autre personnalité qu'il faut évoquer, c'est l'industriel Léon Harmel, qui est d'une orientation un petit peu différente. Alors, Léon Harmel, effectivement, ça fait partie un petit peu de ces personnages un petit peu atypiques qu'on croise dans l'histoire du catholicisme social. Léon Harmel, c'est un industriel, un patron du Val-des-Bois vers Reims, qui est une usine assez importante. Et lui, contrairement aux autres catholiques sociaux qui défendent principalement le retour aux corporations. Donc on se souvient qu'avec le décret Allard et particulièrement la loi Le Chapelier, le système corporatif a été détruit. La plupart des catholiques sociaux veulent un retour au système corporatif comme meilleur système pour une société holiste, une société réellement humaine. Léon Harmel, lui, va prendre un chemin un petit peu différent. Donc, il est relativement proche des cercles catholiques ouvriers, mais lui va conceptualiser et même appliquer ce qu'on appelle l'usine chrétienne. C'est-à-dire une usine où les ouvriers ont une sorte d'autogestion ouvrière catholique. C'est quelque chose d'assez particulier qui fonctionne d'ailleurs très bien. Les ouvriers créent des conseils, parfois indépendamment du patron, ont leur mot à dire sur telle ou telle orientation sociale, et les réalisations sont assez extraordinaires. C'est-à-dire que dans l'Église, il y a déjà une forme d'assurance maladie, une forme de retraite, des caisses d'emprunt, des manières de faciliter l'accès à la propriété, des visites médicales, des congés maternité, etc. Donc quelque chose qui est en avance de décennies et de décennies par rapport aux ouvriers des usines plus conventionnelles. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, Philippe Pichot-Bravard reçoit en ce moment Philippe Montillet et Léo Imbert pour évoquer l'histoire du catholicisme social. Alors pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il peut être intéressant, après avoir présenté ces grandes figures dans leur diversité, de nous intéresser plus particulièrement au fond de leur proposition et notamment aux débats internes qui opposent entre eux les catholiques sociaux. Alors il y a une première question importante qui est celle du rôle de l'État dans la solution ouvrière. Les catholiques sociaux, sur ce point, sont divisés. Absolument. Alors, c'est une question qui va se poser au cours, pareil, des années 1870-1890. Jusqu'alors, la question ne se pose pas réellement sur la question de l'intervention étatique. La réponse principalement des premiers catholiques sociaux, un petit peu ce que j'appelais le
courant pionnier du catholicisme social, particulièrement dans son versant traditionnaliste, travaille principalement autour de la question de la charité. Seulement, le grand courant du catholicisme social va se rendre compte que si la charité est nécessaire et indispensable dans la réalisation d'une société chrétienne en tant que vertu théogonale, elle n'est pas suffisante pour résoudre le problème social, et va donc se poser la question de l'utilité de l'intervention étatique. Et là, l'école catholique sociale va un petit peu se scinder en deux groupes, ce qu'on va appeler les interventionnistes et les non-interventionnistes. Particulièrement, alors c'est le moment critique va arriver à partir du moment du congrès de Chartres, des congrès de Liège, excusez-moi. Quelques années auparavant, à Albert Demain, lors du discours de Chartres, c'est en 1878, va s'attaquer frontalement au libéralisme comme la cause et la conséquence de la misère ouvrière. Et à partir de cette attaque d'Albert Demain, certains catholiques vont lui reprocher son socialisme, ce qui va être assez mal pris par Albert Demain. Enfin, qui va le prendre. Et Maurice Maignan, lui, ça le fera plus rire, ça me plus rigoler. Il dira, écoutez, moi je veux bien être un socialiste. Dans ce cas-là, ça voudra dire que Saint-Louis était également socialiste. Et donc arrive l'époque des congrès de Liège, qui se passe en 1880, autour de la figure épiscopale du lieu, Monseigneur d'Outreloup. Et se pose la question de l'intervention. Jusqu'à où intervenir ? Parce que tous ces catholiques sont d'accord pour que l'État intervienne dans les cas trop manifestes d'abus ou de dérives. Seulement, c'est la question un petit peu du curseur qui va se poser. Et une partie minoritaire de ces catholiques sociaux vont former une deuxième école qu'on appelle l'école d'Amiens, autour de cette fois-ci de l'évêque Freppel, Monseigneur Freppel. L'école d'Angers. D'Angers, excusez-moi, excusez-moi. Monseigneur Freppel était évêque d'Angers. Excusez-moi, oui, c'est Angers, je confonds. Angers, et la figure un peu intellectuelle du courant, c'est Charles Perrin, qui est belge, et qui va recréer indirectement un second un catholisme libéral, et celui-ci qui sera d'inspiration plus libérale que le premier, c'est-à-dire qu'il considère comme vrai certains postulats de l'école de Manchester, comme par exemple la libre circulation, qu'il ne s'agit pas déréguler le marché, etc. Et pour répondre à ça, il va proposer uniquement l'action charitable, suite à quoi les interventionnistes rappellent l'importance de l'intervention étatique. Donc cette école d'Angers n'est pas simplement plus libérale au sens d'anti-étatiste, elle l'est aussi parce qu'elle intègre une partie des principes du libéralisme économique. Bien sûr. Alors ce ne sont pas des libéraux catholiques qui seraient libéraux dans la sphère privée, ce qui est possible dans la pensée libérale. Ce sont encore des catholiques libéraux, mais effectivement, ils vont intégrer dans leur champ conceptuel une part plus importante des outils conceptuels économiques, voire même sociétaux, portés par l'école libérale, effectivement. Oui. Alors le deuxième clivage qui oppose ces catholiques sociaux, c'est le clivage qui oppose les tenants d'une organisation professionnelle corporatiste, qui sont plutôt les traditionalistes dans le prolongement de la lettre aux ouvriers du comte de Chambord, et ceux qui sont partisans d'une organisation professionnelle syndicale avec au milieu la formule originale imaginée par Léon Harmel d'autogestion ouvrière. Alors effectivement, ce sont les trois pôles. Alors dans les premiers temps du courant, particulièrement à partir de 1870, la question syndicale ne se pose pas encore réellement. Elle arrivera dans un second temps, mais les questionnements internes vont se poser autour de la question confessionnelle surtout. Est-ce que les corporations doivent être purement confessionnelles, c'est-à-dire purement chrétiennes, face à des corporations qui, elles, ne le seront pas, ou peuvent-elles être mixtes, c'est-à-dire intégrant des catholiques et des athées, ou des protestants, ou des juifs, etc., ou des libres penseurs. Ça, ce sont les premiers courants qui vont se poser.
Ensuite vient la question de l'usine chrétienne. Et la question syndicale, elle va se poser un petit peu plus tard, à la fin du siècle, effectivement. Et là aussi, avec la création en partie de la CFTC, là aussi, la question confessionnelle va être extrêmement importante. Est-ce que les syndicats doivent être catholiques ou seulement d'inspiration catholique? Le pape tranchera, ce sera Saint Pie X à l'époque, qui lui évoquera sa préférence pour les syndicats confessionnels, mais en autorisant les syndicats non confessionnels dans certains cas, quand ce n'est pas possible autrement. Alors, par-delà ces oppositions, ces divisions, ce qui caractérise le catholicisme social, notamment face au socialisme, c'est la volonté d'apporter des réponses concrètes, finalement assez simples, aux difficultés concrètes du monde ouvrier. Ce qui va se passer, c'est que les catholiques sociaux, alors moi c'est ce que je considère dans ma thèse, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas regarder le 19e siècle, enfin en tout cas analyser le combat politique au 19e siècle comme une simple dualité. Ce n'est pas catholicisme contre libéralisme ou socialisme contre libéralisme, c'est en réalité un triptyque, quelque chose de tripôle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la pensée catholique, la pensée libérale et la pensée socialiste qui s'organisent de manière assez dialectique. C'est-à-dire que quand le problème du libéralisme, et particulièrement le problème de la Révolution, arrive dans la société, va s'opposer d'abord une thèse qui sera celle du catholicisme, qui préexiste à la Révolution. Et les catholiques vont tenter de répondre à partir de données préexistantes. Et ce qui va leur donner, c'est-à-dire qu'ils vont pas beaucoup moins réfléchir à partir d'un tableau noir sur lequel ils écriraient des idées assez utopistes. Ils vont partir du concret et particulièrement de l'histoire. C'est en ce sens qu'ils sont en réalité assez empiristes, effectivement. Alors je pense notamment à cette pétition. Là, nous revenons aux prémices du catholicisme social et aux années 1840. Cette pétition qui avait été portée par un ancien ministre de Charles X, Hyde de Neuville, connu pour avoir été proche de Chateaubriand, qui a été ministre de la Marine de Charles X, qui à ce titre-là d'ailleurs a été un des promoteurs de l'abolition de l'esclavage, et qui en 1840 proposait tout simplement d'établir aux frais de l'État un médecin et un pharmacien qui soigneraient gratuitement les pauvres. C'est-à-dire finalement la sécurité sociale sans l'administration. Alors oui, les catholiques sociaux traditionnalistes de cette époque-là, donc on peut aussi intégrer un Villeneuve Bargemont dans ce courant-là, vont s'atteler à apporter des réponses extrêmement concrètes. C'est-à-dire que la première loi, une des premières lois sociales, voire même une des seules lois réellement sociales de la monarchie de Juillet, sera votée grâce à l'action de Villeneuve Bargemont. C'est une loi de 1836 qui va essayer de réglementer le travail des enfants. C'est-à-dire que les catholiques sociaux vont, dans leurs applications pratiques, vont rarement défendre de grands idéaux ou de grands courants intellectuels un petit peu abstraits. Ils vont très souvent s'atteler à répondre aux conséquences directes, c'est-à-dire le travail des enfants, le travail de nuit des femmes, certaines formes de pré-sécurité sociale, c'est pas encore de la sécurité sociale, l'accès au logement, l'accès au mont-de-piété, créer des maisons ouvrières pour aider des ouvriers à l'instruction, même pour les loisirs d'ailleurs. Il y a certains centres catholiques sociaux qui ont essayé de proposer certains loisirs, certaines formes d'éducation religieuse. Donc c'est effectivement la source catholique sociale, même si elle est profondément marquée par un engagement intellectuel et de foi, va s'appliquer de manière très concrète pour essayer d'aider les gens, enfin en tout cas d'aider les ouvriers et les miséreux tout de suite. Alors, je pensais également à cette étude sur le paupérisme présentée par Alexis de Tocqueville devant l'Académie de Cherbourg en 1845, dans lequel il montre que l'assistanat, qui a été une piste explorée en Angleterre dans les années 1794 et suivantes, est un échec, et il fait des propositions concrètes pour
venir en aide aux ouvriers, et les propositions qu'il fait sont l'association des ouvriers au capital de l'entreprise qu'ils font vivre de leur travail, et d'autre part aider les ouvriers à accéder à la petite propriété, ne serait-ce qu'à la propriété de leur logement et du jardin qui l'entoure, ce qui impliquait évidemment d'améliorer sensiblement le salaire reçu par ces ouvriers. Tocqueville, en tant que membre de la Société économique charitable, en fait, reprend en partie les travaux d'Armand Melin sur la question, et ceux de Villeneuve-Barguemont, effectivement. Alors, vous parlez d'assistanat, effectivement, le principe des catholiques sociaux, ce n'est pas de faire l'équivalent actuel d'un RSA ou d'aider financièrement et simplement les populations. C'est en réalité de rendre les conditions de vie plus acceptables, améliorées. Et permettant une vie plus digne. C'est ça, c'est que là-dessus, ils sont relativement d'accord en fait avec les théories avec les écrits de Marx, qui considèrent que que dans une société industrielle libérale, le patronat ne rémunère l'ouvrier que afin de lui permettre de se reproduire et de reproduire la main-d'œuvre. Alors, les catholiques sociaux vont pas reprendre la même terminologie, mais sous leur critique, c'est un petit peu la même pensée. Et il s'agit effectivement de permettre, par le juste salaire, toute une frange de la population qui a été prolétarisée, de les sortir du prolétariat pour les faire accéder à la petite propriété, et à partir de là, lutter contre cette paupérisation, et donc indirectement lutter contre le socialisme qui, selon eux, pervertit un petit peu les passions que eux considèrent des passions qui sont justifiées, mais qui vont être perverties par le socialisme, et c'est une des manières de lutter contre. Alors, il y a également dans les années 1880, sous la Troisième République, à la Chambre, tout un groupe de députés légitimistes catholiques sociaux, avec Émile Keller, avec Albert Demain lui-même, qui représente à l'époque la circonscription de Pontivy, avec d'ailleurs pas mal de députés bretons du Morbihan ou de la Loire inférieure, à l'époque, aujourd'hui Loire-Atlantique. Monseigneur Frépel lui-même est député de Brest à l'époque, assez loin de son diocèse, et ces députés formulent, notamment par la voix d'Albert Demain, pas mal de propositions très concrètes en vue des assurances sociales, pour dénoncer le travail de nuit des femmes qui les éloignent de leur famille, de leurs enfants. Surtout qu'à cette époque-là, en 1880, pour des raisons d'idéologie, la Troisième République a supprimé le repos dominical, ce qui supprimait le seul jour de repos où les ouvriers pouvaient souffler et se retrouver en famille. Les catholiques sociaux on parlait tout à l'heure des cercles catholiques ouvriers, ça c'est une des premières manifestations du renouveau catholique social en France, et très rapidement, effectivement, il va y avoir des députés à la Chambre. Alors ils ne vont pas se présenter en tant que catholiques sociaux, ils se présentent la plupart du temps en tant que monarchistes, légitimistes, et Albert Demain fait partie d'entre eux. Ce sera d'ailleurs la plus grande figure parlementaire catholique de la Troisième République, et sera même un des plus grands orateurs de la Troisième République prise dans son ensemble. Il sera d'ailleurs, même à la fin de sa vie, élu à l'Académie française. Oui, donc, il a siégé à la Chambre de 1876 à 1914, c'est-à-dire pendant 38 ans, avec deux petites interruptions, notamment en 1893, où il a été sanctionné par les électeurs pour avoir suivi l'encyclique de Léon XIII au milieu des sollicitudes, conseillant l'acceptation de la République. Absolument, et donc Albert Demain, c'est le grand orateur, la grande figure qu'on appellerait aujourd'hui populaire, visible, de ce catholicisme social, et toute cette école
va donc avoir ces figures à l'Assemblée. Alors ils sont relativement minoritaires face aux orléanistes et aux radicaux, puis de plus en plus au bloc de gauche, mais ils vont faire passer tout un tas de propositions qui passeront malheureusement que fort peu, de propositions sociales extrêmement en avance, et qu'une grande partie de leurs propositions seront en fait voter au Front populaire, voire un petit peu après. Et on assiste à des scènes assez incroyables, où par exemple des moments où Albert Demain se lève pour attaquer le gouvernement sur telle ou telle réforme antisociale, il va se faire huer par la droite libérale et l'extrême gauche va se lever pour l'applaudir, des choses alors que lui siège à l'extrême droite. Oui, c'est assez étonnant de voir que si on avait écouté ces catholiques sociaux, certaines réformes seraient intervenues 40 ans plus tôt. Bien sûr, voire 50, 60 ans, selon. Oui. Alors, il y a un autre aspect qui est très important dans cette pensée catholique sociale, c'est non seulement le souci de l'amélioration des conditions matérielles de vie, mais le souci de l'épanouissement moral, et notamment le souci de l'éducation morale des jeunes ouvriers qui parfois commencent à travailler très jeunes. Oui, les catholiques sociaux considèrent effectivement que, et à raison d'ailleurs, que la terre française, en particulier dans les zones industrielles, sont en fait des terres de mission, où les jeunes ouvriers n'ont parfois même presque jamais entendu parler de la religion catholique. Vous parlez d'éducation morale, effectivement, en fait, c'est même la première préoccupation des catholiques sociaux, qui, avant de conceptualiser complètement la question libérale comme pour reprendre une formule de Marcel Mauss, un fait social total, c'est-à-dire une idéologie qui va influer sur l'intégralité du vécu, vont d'abord penser la question à partir de cette question morale. Et les premiers catholiques sociaux vont principalement axer leurs travaux autour de cette rechristianisation, autour de ce travail moral, considérant que la pensée catholique et la société catholique ne pourra se refonder qu'à partir de cette refondation morale. C'est dans un second temps qu'ils vont mettre en place ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une pensée politique et une pensée économique plus poussée. Alors, on a notamment les écrits de Maurice Maignan, qui a consacré au moins un roman à décrire ce qu'est la vie de jeunes ouvriers qui ont 7-8 ans et qui se retrouvent plongés dans un monde d'adultes qui ne leur est pas adapté et qui est dangereux pour leur épanouissement moral. Maurice Maignan, donc on en a parlé tout à l'heure un petit peu, c'est un des fondateurs des cercles catholiques ouvriers. Alors lui est fondateur d'une des grandes œuvres du Second Empire, donc le cercle Montparnasse. Quand je dis grande œuvre, c'est grande par son rayonnement, relativement peu par ses applications qui sont relativement modestes, mais par manque de moyens. Maurice Maignan va effectivement être au contact, au plus proche de ces populations-là. Ce n'est pas un penseur qui reste isolé dans son bureau d'études, dans son cabinet d'études pour penser ces questions-là. Lui va s'engager au plus près, c'est-à-dire qu'il va créer des structures pour accueillir les ouvriers de Paris, en tout cas une partie des ouvriers de Paris, pour essayer de comprendre un petit peu leurs problèmes, comprendre leur motivation, voir comment il peut les aider au plus près, c'est-à-dire encore une fois dans cette logique assez empirique, et leur redonner les conditions d'une éducation catholique qui leur manquait effectivement. Pour Maurice Maignan, tout ça est un ensemble qui ne peut pas se dissocier. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, Philippe Pichot-Bravard reçoit Philippe Montillet et Léo Imbert pour évoquer la question du catholicisme social. Alors malheureusement, il y a une forme d'échec politique du catholicisme social en ce que ils ont été les porte-parole de la misère ouvrière à la Chambre des députés, ils ont proposé des réformes, mais à chaque fois ils se sont heurtés au mur de l'égoïsme de cette bourgeoisie libérale républicaine. Absolument. L'échec politique alors il n'est pas complet, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont permis un certain nombre d'amendements, voire de lois de passer au niveau social, mais les principaux rivaux de ces catholiques sociaux, en tout cas à la Chambre, ce sont les libéraux qui peuvent être, comme je disais tout à l'heure, catholiques d'un point de vue personnel, mais qui vont défendre des lois libérales, en particulier
le courant orléaniste, ou voire le centre droit. Et ce qui est un petit peu particulier, c'est que la majorité de la population française, à cette époque, est encore largement catholique. Mais le catholicisme n'est alors pas un combat pensé de manière politique, hormis ces catholiques sociaux. Et ainsi, des électeurs catholiques vont voter pour des orléanistes, voire même pour des radicaux de gauche, voire même pour des socialistes. Et ce qui fait que la force numérique des catholiques sociaux est extrêmement faible et va choper face à un mur libéral qui progressivement va prendre de plus en plus d'importance. Alors il y a malgré tout un succès remporté par le catholicisme social, c'est l'influence que les idées formulées par Maurice Maignan, Albert Demain, Latour du Pin et leurs devanciers a exercé sur l'Église et notamment à l'occasion de la rédaction de la grande encyclique sociale Rerum Novarum, publiée par Léon XIII en mai 1891. Léon XIII, alors qu'il était encore archevêque de Pérouse, donc Monseigneur Péchy, sera très intéressé par les écrits de Emmanuel van Ketteler. Il rédige plusieurs textes, alors qu'il est encore cardinal, sur la question sociale. Une fois devenu Léon XIII, donc il devient pape en 1867, si je ne me trompe pas. 78. 78, d'accord. Oui, parce que c'est pile 9 ans. En 78, pardon. Et il va favoriser les études catholiques sociales, alors au début comme il le peut, c'est-à-dire en recevant des pèlerinages ouvriers, qui sont organisés par Léon Armel et le cardinal de Reims, Monseigneur Langérieux. Il va envoyer des lettres comment je pourrais dire, des lettres couronnant un petit peu les actions de Albert Demain. Il va nommer par exemple Albert Demain aussi chevalier à l'occasion d'une visite d'Albert Demain à Rome. Donc il va un petit peu soutenir ces actions. Il va créer ce qu'on appelle aussi un groupe de réflexion qu'on appelle l'Union de Rome. Puis ensuite va favoriser un groupe international qu'on appelle l'Union de Fribourg, autour de l'évêque d'Hébron, dont le nom m'échappe à l'instant, qui est en fait une sorte de groupe de réflexion internationale réunissant tous les catholiques sociaux européens, qu'ils soient allemands, autrichiens, français, suisses, autour de la question sociale catholique, et ce qu'on appellera l'Internationale noire, qui proposera des mémoires régulièrement à Léon XIII. Au bout de quelques années, effectivement, Léon XIII va s'engager plus avant en apportant l'encyclique Rerum Novarum. Et puis, il y a effectivement ce souci de Léon XIII d'apporter la réponse de l'Église aux différents problèmes politiques, institutionnels, économiques, sociaux, et toutes ces encycliques qui se déploient à partir de 1879, dont l'encyclique Rerum Novarum, qui est spécifiquement consacrée à la question sociale et dans laquelle il cherche à conjurer le danger de la lutte des classes. Oui. Et il cherche à rétablir l'amitié politique entre les employeurs et les employés, et pour arriver à cette amitié politique, réaffirmer le primat de la justice, notamment s'agissant du salaire, avec cette notion de juste salaire qu'il reprend, je crois, à René de Latour du Pin. Absolument. Alors, j'ai sous les yeux une partie de la conclusion de Rerum Novarum qui est peut-être le meilleur résumé du catholicisme social. Alors, je cite Léon XIII, « Que les gouvernants fassent usage de l'autorité protectrice des lois et des institutions, que les riches et les maîtres se rappellent leurs devoirs, que les ouvriers, dont le sort est en jeu, poursuivent leurs intérêts par des voies légitimes, et puisque la religion seule est capable de détruire le mal dans sa racine, que tous se rappellent que la première condition à réaliser, c'est la restauration des mœurs chrétiennes. » L'intégralité du catholicisme social est alors résumée par Léon XIII. Que fait Léon XIII ? Léon XIII va un petit peu modifier l'approche pontificale sur cette question-là. Le pape précédent, donc le bienheureux Pie IX, va lui s'opposer fermement à la modernité. C'est Cantakura et le Syllabus en 1864. Léon XIII, lui, va tenter de réhabiliter une pensée positive. Quand je dis positive, c'est pas bénéfique, c'est positive en tant
qu'active. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de condamner des principes dangereux, on offre une argumentation. C'est cela. Ce que fera Léon XIII, et d'ailleurs en reprenant en partie les travaux de Emmanuel von Ketteler, c'est de réactiver les études thomistes. Parce que la philosophie de saint Thomas d'Aquin permet, selon Léon XIII, de répondre à la question moderne non plus en la condamnant, mais en proposant. Et c'est là que Léon XIII, reprenant, donc je vais parler tout à l'heure d'Emmanuel von Ketteler, mais également les travaux de René Latour du Pin, qui est lui, si Albert de Mun est le grand orateur, René Latour du Pin c'est le doctrinaire du courant français, il va reprendre l'intégralité des travaux pour proposer une synthèse magistrale qui est effectivement dans Rerum Novarum, qui est un texte qui marque profondément le courant en affirmant à la fois l'importance de l'intervention étatique, dans certains cas, pas de manière généralisée, mais en tout cas une intervention active de l'État, l'importance de la notion hiérarchique, c'est-à-dire l'importance qu'il y ait des personnes supérieures et des inférieures, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de supériorité, et lui terme pas d'infériorité, mais de classe un peu paupérisée, ce n'est pas quelque chose de dégradant dans son message, c'est au contraire rappeler l'importance de la question charitable à ce moment-là. Et que les deux courants, que ce soit les possédants qui, par le libéralisme, sont isolés dans une tour d'ivoire et obsédés par la question de la rentabilité et du profit, sont complètement isolés des ouvriers qui, eux, confrontés à une misère réelle, ont des revendications qui sont pour la plupart, selon Léon XIII, acceptables, mais qui vont être perverties par l'école socialiste qui eux, nient la concorde entre les classes. C'est-à-dire que Léon XIII propose une concorde, c'est-à-dire que la société, se voulant holiste, doit être pacifiée par l'intérêt commun qui est cimenté par la religion catholique, au contraire des socialistes qui, eux, appellent à la lutte des classes. Eh bien, grand merci Léo Imbert. Ce seront les derniers mots de cette émission qui touche à sa fin. Je rappelle que vous avez publié un ouvrage consacré au catholicisme social. Pouvez-vous rappeler le nom de l'éditeur ? Alors, c'est chez Perspective Libre. Le titre, c'est « Le catholicisme social de la Restauration à la Première Guerre mondiale ». Très bien. Et vous montrez bien que si ce catholicisme social est aujourd'hui un courant éteint, l'esprit qui est le sien pourrait être une source de réflexion très riche pour trouver des réponses humaines à la mondialisation matérialiste qui nous touche et pour pouvoir fonder un nouveau catholicisme social. Un grand merci Léo Imbert, un grand merci Philippe Montillet et une bonne soirée à tous les auditeurs.